Marcus Chen, analyste de données, découvre la vérité sur sa société optimisée et rejoint la résistance clandestine avant de programmer une fuite de données massive. Épisode 2. Bonne écoute. Le soleil se lève lentement sur les zones de relocalisation. Marcus Chen entend ses pas résonner sur la terre battue, tandis qu'il marche entre les baraquements de tôle ondulée. Le bourdonnement constant des drones de surveillance plane au-dessus de sa tête, comme un essaim d'abeilles mécaniques. Il s'arrête, scrute le numéro peint à la hâte sur une porte rouillée. Secteur 7K. Ses vêtements civils, encore impeccables, contrastent avec l'environnement désolé qui l'entoure. « Thomas, où es-tu » murmure-t-il pour lui-même, sa voix tremblante d'incertitude. Une porte grince derrière lui. Un vieil homme sort d'un abri voisin, ses vêtements rapiécés avec soin bruissent doucement. Il s'essuie les mains sur un chiffon usé. « Vous cherchez quelqu'un » demande l'homme d'un ton bourru mais pas hostile. Marcus se retourne, tentant de retrouver l'assurance de son ancienne vie. Thomas Brunet, un homme d'une 60aine d'années, ancien journaliste. Le vieil homme recule instinctivement. Sa voix devient fuyante. « Les journalistes, ça n'existe plus depuis longtemps, monsieur. Vous devez faire erreur. » La porte claque sèchement. Marcus reste planté là, comprenant qu'il vient de commettre une erreur. Dans ce monde, même les métiers du passé sont devenus dangereux à mentionner. Le baraquement communautaire résonne du bruit sourd de dizaines de personnes qui piétinent. Marcus pousse la porte métallique. À l'intérieur, le silence n'est brisé que par le bourdonnement électronique des distributeurs automatiques et le bip répété des scanners biométriques. Une 50aine de personnes font la queue dans un ordre parfait. Chacune présente son badge. Chaque badge émet une lueur rouge sang, le statut relocalisé. Puis vient le bruit mécanique de la ration qui tombe dans le compartiment métallique. Marcus observe cette chorégraphie de la survie. Une femme d'âge moyen remarque son désarroi. Ses mains calleuses d'ouvrière tapotent doucement contre sa jambe. « Première fois dans les zones ?» Sa voix est douce mais directe. « Ça se voit tant que ça ?» Marcus tente de masquer son embarras. La femme sourit tristement. Le froissement de papier accompagne son geste quand elle lui tend un petit pain sec. « Vous n'avez pas l'air d'avoir faim depuis assez longtemps. Tenez, on partage ici. C'est la seule façon de survivre. » Marcus hésite. Il regarde le pain comme s'il s'agissait d'un objet alien. Puis il accepte avec une maladresse touchante. Il réalise soudain qu'il n'a jamais eu ce type d'interaction spontanée avec un inconnu. Dans sa vie d'avant, chaque rencontre était programmée, chaque échange calculé. Sa voix s'étrangle légèrement. « Merci, je cherche quelqu'un. Thomas Brunet. » La femme baisse instinctivement la voix. On entend le léger craquement du plastique sous ses pieds quand elle se rapproche. « Le compteur ? Il sera à la bibliothèque ce soir, secteur 12M. » Ses pas s'éloignent rapidement sur le sol de béton fissuré. Marcus marche à travers les allées des zones. Ses semelles résonnent différemment selon qu'il foule la terre battue, l'asphalte fissuré ou les plaques de métal rouillées qui servent de passerelle. Il entend, avant de les voir, des rires d'enfants. Il joue avec des objets de récupération. Le cliquetis des morceaux de plastique, le tintement des fils électriques, le bruit sourd, des débris métalliques transformés en jouets. Leur rire contraste avec la désolation environnante comme une mélodie joyeuse dans un paysage de silence. Plus loin, des voix d'adultes. Marcus s'approche d'un petit groupe assis en cercle sur des caisses en bois qui craquent sous leur poids. Il parle à voix basse avec l'intensité des conspirateurs. Pierre, un homme de 50 ans au regard encore vif, raconte avec la passion de l'enseignant qu'il fut. Sa voix porte une nostalgie profonde. Dans ce temps-là, les gens se retrouvaient dans des endroits appelés cafés. Ils buvaient des boissons chaudes. On entendait le bruit des cuillères qui tournaient dans les tasses, les conversations qui se mélangeaient, les rires spontanés. Un enfant l'interrompt, sa voix aiguë, pleine d'incompréhension. « Il parlait sans autorisation ?» Un autre enfant se penche vers Pierre avec curiosité. « Un café ? C'est comme les centres de nutrition optimisés ?» Pierre rit amèrement, un rire qui résonne creux. « Non, petit, les gens choisissaient ce qu'ils voulaient boire.
Café, thé, chocolat chaud. Il y avait des dizaines de choix différents. Le premier enfant fronce les sourcils. On entend l'incompréhension dans sa voix. Mais comment l'ordinateur savait quoi leur donner s'il ne disait pas leurs besoins nutritionnels ? Pierre se penche vers eux. Sa voix devient presque un chuchotement. Il n'y avait pas d'ordinateur. Les enfants, les gens, ils décidaient eux-mêmes. Ils appelaient ça la liberté de choix. Marcus s'approche lentement. Ses pas sur le gravier trahissent sa présence. « Excusez-moi. » Sa voix hésite. « Vous parlez du monde d'avant ?» Pierre se retourne. La méfiance résonne dans sa voix. « Vous êtes qui, vous ?» Marcus cherche ses mots. Sa posture a perdu de son assurance. Quelqu'un qui commence à comprendre ce qu'on a perdu. Pendant ce temps, dans les bureaux aseptisés de la compagnie des données métropolitaines, seul le bourdonnement des ventilateurs et le cliquetis constant des claviers brisent le silence. Elena Vasquez se tient droite devant un mur d'écran géant. Les alertes de sécurité bipent régulièrement. David Morrison s'approche, ses pas étouffés par la moquette épaisse. Il tapote nerveusement ses lunettes connectées. Rapport sur Marcus Chen. Son ton est cassant, teinté d'inquiétude. Elena récite les faits avec la précision mécanique d'un robot. Disparu depuis 18 heures. Dernière géolocalisation, périmètre des zones de relocalisation. Ses accès CDM ont été révoqués, mais elle s'interrompt. Une hésitation imperceptible. Mais Morrison s'impatiente, se rapproche. Elena déglutit difficilement. Il a programmé une diffusion automatique dans nos systèmes. Elle s'activera dans 29 heures. Morrison blêmit visiblement. Ses mains tremblent légèrement quand il frappe son poing sur le bureau. Contenu. Chaque mot pèse comme une sentence. Nos vraies données. Projection climatique, état réel de l'économie, plan de correction démographique, tout. Il faut le retrouver, et vite. La voix de Morrison se brise presque. Le soir tombe sur les zones. Marcus erre depuis 1 heure dans les allées mal éclairées quand il trouve enfin la bibliothèque. C'est un baraquement plus grand que les autres. Une lumière dorée et chaleureuse s'échappe par les interstices. Des murmures de voix, des rires étouffés filtrent à travers les murs de tôle. Il pousse la porte, le grincement des gonds rouillés annonce son entrée. À l'intérieur, l'atmosphère change complètement. C'est chaleureux, vivant. Des étagères de fortune, construites avec des planches qui craquent doucement, abritent des centaines de livres physiques. Le bruissement des pages qu'on tourne remplit l'espace. Des gens, de tous âges, sont assis par terre sur des coussins usés. La lueur vacillante des bougies et des lampes solaires artisanales dansent sur les visages concentrés. Au centre, Thomas Brunet raconte une histoire. Sa voix chaude et modulée captive son auditoire. Ses gestes sont larges, expressifs. Quand vous aviez mal à la tête, vous alliez voir un docteur que vous choisissiez vous-même. Il vous regardait dans les yeux, vous posait des questions. Ses mains vous examinaient avec douceur. Il réfléchissait avant de parler. Un enfant lève la main, sa voix claire résonne. Mais comment il savait sans scanner le cerveau avec les machines ? Thomas sourit patiemment. Il utilisait son expérience, son intuition, sa connaissance des humains. Il vous écoutait vraiment. Un autre enfant perplexe. Il vous écoutait ? Comme les assistants médicaux virtuels ? Thomas secoue la tête avec douceur. Non, petit. Il vous écoutait avec son cœur, pas avec un algorithme. Et parfois, il se trompait. Mais c'était son erreur humaine, pas celle d'une machine. Marcus s'approche. Thomas l'aperçoit et son visage s'illumine. Sa voix se réchauffe. « Marcus ! Tu as trouvé ton chemin !» Marcus regarde autour de lui avec émerveillement. « Thomas, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Thomas fait un geste large qui embrasse toute la pièce. « La vraie résistance ! Nous préservons ce qui a été effacé. Les livres, les histoires, les souvenirs du monde d'avant. » Une vieille femme aux cheveux blancs soigneusement tressés lève une main arthritique. Sa voix chevrotante mais déterminée s'élève. « Thomas, raconte-leur comment on faisait les courses avant. » Les yeux de Thomas pétillent. « Ah, les courses,
Vous entriez dans un magasin. Un enfant l'interrompt avec excitation. Un magasin ? C'est un endroit avec plein de tapis de course ? Il fallait courir très vite pour avoir ses affaires ? Les adultes échangent des regards attendris. On entend leur petit rire étouffé devant cette innocente confusion. Thomas rit doucement. Non, mon petit. Faire les courses ne voulait pas dire courir. Un magasin était un endroit où des humains vendaient des choses à d'autres humains. Vous pouviez toucher les produits, les sentir, choisir exactement ce que vous vouliez. Un autre enfant fronce les sourcils. Mais comment ça marchait ? L'ordinateur central envoyait quoi dans leur maison ? Thomas s'agenouille pour être à leur niveau. Il n'y avait pas d'ordinateur central, petite. Les gens décidaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin, et ils payaient avec des pièces de métal et des bouts de papier qu'on appelait argent. Le premier enfant, les yeux ronds. Du papier ? Comme pour dessiner ? La vieille femme intervient, sa voix tremblante de nostalgie. Et on pouvait marchander, discuter du prix, négocier. L'enfant, complètement perdu. Négocier ? Comme quand on échange nos rations ? Thomas sourit tristement. Un peu, mais en mieux. On pouvait choisir où dépenser son argent. Chaque achat était une décision personnelle, pas une allocation optimisée par un algorithme. Marcus réalise avec choc qu'il n'a jamais vécu cette expérience. Depuis son enfance, dans les foyers d'optimisation, tous ses besoins ont été anticipés et fournis par le système. Jamais il n'eut à choisir quoi que ce soit. Plus tard dans la soirée, Marcus et Thomas s'isolent dans un coin sombre. Ils s'assoient sur des coussins usés qui s'affaissent sous leur poids. La conversation devient intime, plus grave. Marcus baisse la voix. J'ai programmé une diffusion des données CDM. Dans moins de 28 heures, toute la ville saura. Thomas se penche vers lui. L'inquiétude transperce sa voix. Marcus, tu ne comprends pas. Les gens ne sont plus habitués à gérer une vérité brutale. Cela pourrait provoquer un chaos que nous ne sommes pas prêts à contrôler. La frustration monte dans la voix de Marcus. Alors quoi ? On les laisse vivre dans le mensonge ? Des pas légers s'approchent. Sarah Martinez les rejoint silencieusement. Sa démarche trahit des années de travail physique. Elle s'assoit avec eux, sa voix posée mais ferme. Le problème n'est pas la vérité, Marcus. C'est qu'ils ont oublié comment réagir sans qu'on leur dise quoi faire. Elle désigne le groupe d'adultes qui écoutent Pierre raconter le monde d'avant. Leurs visages sont fascinés, comme des enfants devant un conte de fées. Regarde-les. Ils découvrent qu'autrefois, les gens prenaient des décisions spontanées, qu'ils improvisaient, qu'ils se trompaient et apprenaient de leurs erreurs. Mais eux, ils ont été conditionnés toute leur vie à attendre les instructions. Marcus remue inconfortablement sur son coussin. Comme moi. Thomas pose une main paternelle sur son épaule. Comme nous tous, Marcus. La différence, c'est que toi, tu as eu le courage de te remettre en question. Marcus sort prendre l'air. La nuit est fraîche. L'air sent la poussière et l'humidité. Il entend des voix douces et s'approche. Un jeune couple est assis à l'écart sur une caisse en bois. Lucie, 25 ans, a les yeux rougis par les larmes. Antoine, 28 ans, a l'air protecteur. Ils se tiennent la main avec une tendresse désespérée. Leurs voix se mélangent dans un murmure intime. Mon grand-père m'a raconté qu'avant, les gens se mariaient par amour, pas par optimisation génétique. La voix de Lucie tremble de nostalgie. Antoine caresse sa main avec douceur. Tu crois qu'on aurait été choisis l'un pour l'autre naturellement ? Lucie regarde leurs mains entrelacées. Je sais pas, mais j'aurais aimé avoir le choix de te choisir, de tomber amoureuse de toi, au lieu qu'un algorithme décide qu'on était compatibles. Antoine serre sa main plus fort. Moi aussi, j'aurais aimé te faire la cour, comme disait mon arrière-grand-mère, t'apporter des fleurs, t'inviter au cinéma. Le sourire de Lucie se teinte de tristesse. Au cinéma ? C'était quoi ? Antoine hausse ses épaules. J'en sais rien, mais ça avait l'air romantique. Marcus s'éloigne sur la pointe des pieds. Ses pas sont étouffés par la terre meuble. Il est profondément troublé. Il réalise qu'il n'a jamais eu de vraie relation amoureuse. Seulement des appariements optimisés, proposés par le système.
des rencontres programmées avec des compatibilités calculées au pourcentage près. Pendant ce temps, dans les bureaux de la CDM, Elena travaille seule. Seul le bourdonnement des ventilateurs et le cliquetis de ses doigts sur les claviers brisent le silence nocturne. Elle analyse méticuleusement les données de surveillance des zones. Elle découvre des patterns inhabituels qui la fascinent malgré elle, des rassemblements non autorisés, des échanges d'objets non répertoriés, des conversations qui échappent mystérieusement à la surveillance. Elle lance une recherche approfondie. Ses gestes deviennent de plus en plus fébriles. Les algorithmes révèlent l'existence de la bibliothèque clandestine. Son écran affiche des images floues prises par des drones, des gens qui lisent, qui écoutent des histoires, qui échangent des sourires non calculés, non optimisés. « Qu'est-ce que vous faites là ?» murmure-t-elle pour elle-même, fascinée. Elle hésite un long moment, puis lance une analyse comportementale complète. Ses gestes deviennent fébriles. Les résultats qui s'affichent la sidèrent. Malgré leurs conditions de vie précaires, les habitants des zones montrent des indices de bien-être psychologique supérieurs à ceux des citoyens optimisés. Sa voix devient incrédule. Comment c'est possible ? Tard dans la nuit, à la bibliothèque, la plupart des visiteurs sont partis. L'atmosphère s'est apaisée. Marcus aide Thomas à ranger les livres. Il manipule chaque livre avec la dévotion d'un néophyte découvrant un rituel sacré. Pourquoi garder tous ces souvenirs du passé ? Sa voix est douce, méditative. À quoi ça sert si on ne peut pas revenir en arrière ? Thomas répond d'une voix grave, presque solennelle. Parce que pour construire un avenir différent, il faut savoir ce qu'on a perdu. Ces histoires, ces souvenirs, ce sont les graines d'un monde meilleur. Thomas sort avec précaution un vieil album photo des années 2010. Les pages craquent doucement sous ses doigts. Il le manipule comme un trésor inestimable. « Regarde ça !» Il ouvre délicatement l'album. On entend le bruissement des pages jaunies par le temps. Des repas partagés autour des tables en désordre, des anniversaires avec des gâteaux maison, des vacances à la plage, des moments simples mais authentiques, pleins de spontanéité et d'imperfection. Son doigt caresse une photo. Ces gens ne se demandaient pas si leur bonheur était optimisé. Ils vivaient, tout simplement. Ils riaient, sans qu'un algorithme analyse la justesse de leur joie. La voix de Marcus s'étrangle. Comment c'est arrivé ? Comment on est passé de ça à ça ? Thomas referme l'album. Le bruit sec résonne dans le silence. Petit à petit, chaque fois qu'on a choisi la sécurité plutôt que la liberté, l'efficacité plutôt que l'humanité, l'optimisation plutôt que l'imprévu. Au début, ça semblait raisonnable. Pourquoi prendre des risques quand l'IA peut prédire les meilleurs choix ? Tu sais, Marcus, un lion en cage est en sécurité. Marcus comprend douloureusement. Et personne n'a protesté ? Le sourire de Thomas se teint d'amertume. Oh si, mais ils étaient peu nombreux, et on les a qualifiés d'irresponsables, de dangereux pour la société. Qui voudrait défendre le droit à l'erreur quand la perfection était possible ? Au petit matin, Marcus sort de la bibliothèque. L'air frais du lever du soleil le rafraîchit. Il entend des bruits qui l'étonnent, des gens qui commencent leur journée avec une énergie qu'il n'a jamais entendue dans les quartiers optimisés. Certains partent travailler. Leurs pas résonnent différemment, moins mécaniques, plus personnels. D'autres s'occupent de jardins potagers clandestins. Il entend le bruissement des feuilles, le tintement des outils de fortune. Quelques-uns bricolent des objets. Le bruit des marteaux, le grincement du métal qui se plie, ils créent de leurs mains plutôt que de consommer. Il observe fasciné un groupe d'enfants. Ils ont créé un jeu complexe avec des bâtons et des cailloux. Le claquement du bois contre la pierre, leur rire, leurs disputes âpres sur les règles, ils improvisent de nouvelles variantes à chaque partie. Leur créativité brute le bouleverse. Ils inventent en temps réel, murmure-t-il pour lui-même. Il réalise avec amertume qu'il n'a jamais joué librement enfant. Tous ses loisirs étaient éducatifs et supervisés. Chaque activité conçue pour optimiser son développement cognitif. Elena arrive au bureau. Ses talons claquent sur le sol de marbre. Elle trouve Morrison qui l'attend, debout devant les écrans géants. Son air est plus sombre que jamais. La diffusion de Chen se déclenche dans 8 heures. Sa voix est tendue, sans préambule.
Elena évite son regard. On peut l'arrêter ? Morrison tape rageusement sur son clavier. Chaque frappe résonne. Pas sans ses codes personnels. Il faut qu'on le trouve. Elena observe les données qui défilent sur ses écrans. Des milliers de citoyens vaquent à leurs occupations optimisées, leur vie tracée avec la précision d'un métronome. Sa voix hésite. David, et si on le laissait faire ? Morrison se tourne brusquement. Sa voix siffle. Tu es devenue folle ? Elena gesticule vers ses écrans. J'ai analysé les données des zones. Ces gens, ils sont plus heureux que nous. Malgré tout ce qu'ils ont perdu, ils ont gardé quelque chose qu'on a oublié. Morrison s'approche d'elle, menaçant. Elena, je te rappelle que ton travail consiste à maintenir l'ordre social, pas à le remettre en question. Mais Elena n'écoute plus. Elle fixe ses écrans où défilent les visages des citoyens optimisés, expressions neutres calculées, gestes efficaces mais vides, vie prévisible jusqu'à la dernière seconde. Thomas a trouvé un petit espace pour Marcus, un baraquement partagé avec 3 autres nouveaux. Marcus s'installe sur un matelas de fortune. Le tissu râpeux gratte contre sa peau. Ses maigres possessions s'étalent devant lui comme les vestiges d'une vie antérieure. Il sort son terminal portable. L'écran émet sa lueur habituelle. Le compte à rebours affiche 6h23 avant la diffusion. Tu crois vraiment que j'ai tort ? Sa voix trahit son inquiétude. Thomas s'assoit à côté de lui sur une caisse qui craque sous son poids. Je crois que tu poses la bonne question au mauvais moment. Les gens ont besoin d'être préparés au changement, pas choqués par lui. Des pas approchent. Sarah les rejoint, accompagnée de Jean, le programmeur blockchain de 25 ans. Ses tatouages interdits sont maintenant visibles sur ses bras nus. Jean s'accroupit devant eux, excité. « J'ai une idée. Et si on leur donnait pas juste la vérité brutale, mais aussi des solutions ?» Sarah, intriguée. « Comment ça ?» Jean gesticule avec animation. « Votre diffusion, Marcus, elle peut inclure autre chose que des données catastrophiques. On peut y ajouter nos projets. Les technologies décentralisées, les modèles de communication alternatives, les preuves que d'autres façons de vivre sont possibles. » Marcus relève la tête avec espoir. « Tu crois qu'on peut changer le message ?» Le sourire de Jean devint malicieux. « Mon petit, je peux pirater n'importe quoi. La question est, qu'est-ce qu'on veut vraiment leur dire ?» L'équipe travaille fébrilement pour enrichir la diffusion de Marcus. L'atmosphère crépite d'électricité. Chacun apporte sa contribution avec la passion de révolutionnaires préparant leur manifeste. Thomas dicte des témoignages poignants sur le monde d'avant. Sa voix chaude donne vie aux souvenirs. Sarah explique ses innovations énergétiques. On entend le froissement des papiers récupérés sur lesquels elle griffonne ses schémas. Jean programme des interfaces intuitives. Ses doigts dansent sur son clavier de fortune. Thomas arpente la pièce, théâtrale. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu, mais aussi ce qu'ils peuvent retrouver. L'espoir, c'est plus fort que la peur. Pierre contribue avec des leçons d'histoire simplifiées. Il récite avec la passion intacte de l'enseignant. Les révolutions ne réussissent que quand les gens savent vers quoi ils se dirigent, pas seulement ce qu'ils fuient. Sarah relève la tête. Et si on leur montrait comment nos grands-parents vivaient, les repas en famille, les discussions spontanées ? Jean tape frénétiquement sur son clavier. Je peux créer une interface interactive. Ils pourront choisir leur niveau d'engagement, comme autrefois on choisissait sa propre vie. Marcus réalise soudain. Choisir. Ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Elena prend sa décision dans un moment de clarté absolue. Elle se lève de son poste. Sa chaise roule sur le sol en émettant un petit grincement. Elle copie discrètement des téraoctets de données sensibles sur une clé USB qu'elle dissimule dans sa manche. Ses pas résonnent dans les couloirs aseptisés tandis qu'elle se dirige vers la sortie d'un pas déterminé. Morrison la voit partir sur ses caméras de surveillance. Sa voix hurle dans son communicateur. « Alerte rouge ! Elena Vasquez en fuite vers les zones ! Toutes les unités, interceptez-la !» Elena court entre les bâtiments. Ses talons claquent sur l'asphalte. Les drones de sécurité vrombissent au-dessus d'elle. Elle connaît leurs procédures de surveillance par cœur. Elle les a conçues. Elle utilise cette connaissance avec l'efficacité froide d'un agent secret. Se faufile dans les angles morts, brouille les capteurs. Sa respiration devient haletante, mais sa détermination ne faiblit pas. Elle atteint finalement les zones.
retire sa veste d'uniforme. Le tissu froisse quand elle la jette. Elle se fond dans la population des relocalisés. Elena fait irruption dans la bibliothèque comme une tornade. Elle halète. Ses cheveux défaits, ses vêtements froissés. Marcus et l'équipe se retournent, surpris par cette apparition inattendue. « Marcus, il faut que je te parle !» Sa voix est haletante, urgente. Marcus incrédule. « Elena ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle sort la clé USB, ses gestes tremblent. « J'ai apporté ça, les vraies données de surveillance, pas seulement les chiffres économiques ou climatiques, les données sur ce que le système fait vraiment aux gens. » Elle se tourne vers le groupe assemblé. Sa voix prend une intensité passionnée. « Vous voulez savoir ce qu'on a perdu ? On a perdu la capacité de surprise. Tout est prédit, calculé, optimisé. Plus personne ne peut avoir une idée spontanée, prendre une décision impulsive, tomber amoureux par hasard. » Sa voix se brise légèrement. Ses mains tremblent. Même moi, je ne sais plus qui je suis vraiment. Sous toutes ces couches d'optimisation, j'ai passé ma vie à analyser les émotions des autres, sans jamais ressentir les miennes. Thomas s'approche avec douceur. Et maintenant, Elena essuie ses larmes, sa voix devient plus ferme. Maintenant, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment peur. Et c'est libérateur. 1 heure avant la diffusion. L'équipe fait les derniers réglages dans une atmosphère tendue mais déterminée. La diffusion ne sera plus seulement une révélation catastrophique, mais un véritable plan de renaissance sociale. Marcus regarde autour de lui avec émerveillement. Vous savez quoi ? Quoi qu'il arrive après cette diffusion, j'ai déjà gagné quelque chose. Thomas cesse ses préfératifs. Quoi donc ? Le sourire de Marcus devient authentique. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi mes amis. Personne ne nous a dit qu'on était compatibles selon nos profils psychologiques. On s'est trouvés parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Elena sourit, un vrai sourire spontané. Moi aussi, pour la première fois, j'ai pris une décision qui n'était pas dictée par un algorithme prédictif. J'ai suivi mon cœur. Jean lève les yeux de son écran. C'est ça la vraie révolution. Pas de renverser le système, mais de redevenir humain. Sarah observe le groupe. Regardez-nous, il y a 1 heure, on ne se connaissait pas tous. Maintenant, on se fait confiance assez pour changer le monde ensemble. Pierre, nostalgique. C'est exactement comme ça que naissaient les amitiés, avant, au hasard des rencontres, des affinités spontanées. Minuit approche. Dans tout le réseau de la CDM, on entend le bourdonnement électronique des écrans qui s'allument spontanément. Ils interrompent les programmes optimisés. La diffusion de Marcus commence, mais elle est différente de ce qu'il avait initialement prévu. Dans un appartement citoyen optimisé, une famille regarde l'écran, stupéfaite. L'homme tend instinctivement la main vers sa femme, un geste qu'il n'avait plus fait depuis des années. Sa voix devient incrédule. Tu te souviens quand on pouvait décider ensemble ce qu'on regardait à la télé ? Les larmes montent aux yeux de la femme. Tu te souviens des soirées où on éteignait tout et on parlait jusqu'à 3h du matin ? Dans les bureaux de la CDM, Morrison et ses superviseurs regardent impuissants. Les données défilent. Citoyens quittant leurs appartements, système de surveillance surchargé, algorithmes de contrôle défaillants. Morrison hurle dans son communicateur. « Coupez tout ! Coupez l'alimentation électrique !» La voix paniquée d'un superviseur lui répond. « C'est impossible, ils ont infiltré les systèmes de base. Plus on coupe, plus ça se propage. » Dans les zones de relocalisation, les relocalisés regardent avec espoir et reconnaissance. Ces témoignages du monde d'avant qu'ils avaient préservés dans leur mémoire prennent vie sur les écrans. Une vieille femme pleure de joie. « Ils n'avaient pas oublié ! Ils n'avaient pas tout oublié !» À la bibliothèque clandestine, l'équipe retient son souffle. Jean observe les retours en temps réel sur son écran de fortune. « Ça marche ! Regardez ces réponses ! Ils redécouvrent comment exprimer leurs propres pensées !» Des milliers de messages spontanés défilent, des questions, des déclarations d'intention de rejoindre le mouvement. Au lever du soleil, Marcus sort de la bibliothèque, mais cette fois, ses pas ne résonnent pas seuls sur la terre battue. Des dizaines de personnes arrivent des quartiers optimisés. Ils portent des sacs de voyage qui bruissent. Des enfants pleurent dans les bras de leurs parents. Ils cherchent des réponses avec des yeux pleins d'espoir et de confusion.
Parmi eux, Marcus reconnaît des collègues de la CDM, des voisins de son ancien immeuble, des visages familiers de sa vie d'avant. Mais leurs expressions ont changé. Fini les masques neutres. Place aux vraies émotions. Une femme s'approche timidement de Marcus. Sa voix tremble. « C'est vous qui avez diffusé la vérité ?» Marcus regarde Thomas qui hoche la tête avec encouragement et fierté. Marcus trouve sa voix plus assurée qu'elle ne l'a jamais été. « On l'a fait ensemble. Et maintenant on va construire l'alternative. Ensemble. » La femme, sa voix se brise. « Mon fils, il a 7 ans. Hier soir, pour la première fois, il m'a demandé pourquoi il ne pouvait pas choisir ses propres vêtements. Je ne savais pas quoi répondre. » Marcus s'agenouille pour être à la hauteur de l'enfant. Sa voix devient douce. « Aujourd'hui, tu peux choisir. Qu'est-ce que tu voudrais porter ?» L'enfant, les yeux écarquillés. « Du rouge. J'adore le rouge, mais l'ordinateur dit que ça optimise pas ma personnalité. » Marcus sourit. L'ordinateur ne sait pas ce qu'est qu'aimer une couleur juste parce qu'elle nous rend heureux. Dans les bureaux de la CDM, Morrison se tient devant ses écrans, défait. Partout dans la ville, des gens abandonnent leurs postes, leurs appartements optimisés, leur vie programmée. Les algorithmes de prédiction comportementale affichent des bips d'erreurs constantes. Sa voix se brise dans son communicateur. « Déclenchez le protocole de confinement, bouchez toutes les sorties vers les zones !» Un superviseur hésite. « Monsieur, les agents de sécurité demandent s'ils peuvent emporter leur famille avec eux. Beaucoup veulent partir aussi. » Morrison réalise que son propre système de contrôle s'effrite de l'intérieur. Mais il est trop tard. Trop de gens ont entendu l'appel. Trop de gens ont réalisé ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils pouvaient retrouver. Marcus observe cette marée humaine qui converge vers les zones, non plus pour y être localisé et de force, mais pour y chercher une nouvelle façon de vivre. Des familles entières, des couples qui se redécouvrent, des enfants qui posent enfin les questions interdites. Il s'adresse à Elena, contemplant le spectacle. « Tu crois qu'on a une chance ?» Elena respire profondément l'air matinal. « Pour la première fois depuis des années, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et tu sais quoi ? Ça me fait peur, mais ça me rend aussi vivante. » Thomas pose une main sur l'épaule de Marcus. « C'est ça, la vraie vie, mon garçon. L'incertitude, l'imprévu, la possibilité de se tromper et celle de découvrir quelque chose de merveilleux. » Sarah observe les nouveaux arrivants. « Regardez-les. Ils redécouvrent comment marcher sans destination programmée, comment parler sans script optimisé. » Jean écoute les conversations autour d'eux. « Écoutez, ils posent des questions, de vraies questions, pas des demandes d'optimisation. » Dans la foule, Marcus entend des bribes de conversations qu'il n'avait jamais entendues dans son ancienne vie. Un homme dit à sa femme « Et si on plantait un jardin, juste parce qu'on aime des fleurs ?» Une adolescente demande à ses parents « Je peux apprendre la guitare, même si c'est pas utile pour mon futur métier ?» Un couple de retraités se tient la main. « On pourrait voyager, juste pour voir du pays, pas pour optimiser notre santé. » Marcus est mis par ces fragments de liberté naissante. Ils réapprennent à rêver. Elena sourit tendrement. Et nous aussi. Au loin, les sirènes de la sécurité résonnent encore, mais elles semblent déjà appartenir à un autre monde. Un monde qui s'éteint pour laisser place à quelque chose d'incertain, mais d'authentiquement humain. Le bruit des sirènes s'estompe progressivement. Il est remplacé par quelque chose de nouveau. Le murmure de centaines de conversations spontanées, le rire des enfants qui découvrent qu'ils peuvent poser des questions, le bruissement des pas des gens qui marchent sans destination programmée. Pour la première fois depuis des décennies, la ville résonne du son de la liberté qui renaît.